Bienvenue sur le podcast Les Audacieuses. C'est un podcast qui met en lumière des femmes qui entreprennent, transforment leurs idées en réalité et osent. Ici, on parlera de chemins parcourus, de doutes, de défis, de déclics, de motivation, de résilience. On parlera surtout d'humain. On explorera des parcours de femmes entrepreneurs vivant en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, des pays dans lesquels je voyage, mais aussi au Maroc ainsi qu'en France. Découvrez ces portraits de femmes qui innovent et qui tracent de nouvelles voies pour leur pays. Je suis Sophia El Hajjaj, consultante en entrepreneuriat et en innovation. Et je suis ravie de vous retrouver pour ce premier podcast, Les Audacieuses. Bonjour Arlette. Bonjour Sophia. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, ça me fait plaisir, merci à toi. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que s'il te plaît, tu peux te présenter brièvement? Qui est Arlette? Alors, Arlette, je suis Arlette Conan, à l'état civil, disons épouse Conan. Et je suis propriétaire de l'entreprise Arlette, les ateliers Arlette, et créatrice de mode, fondatrice de la marque Arlette, qui existe maintenant depuis 2017. Bravo. Je voudrais savoir quel a été le déclencheur de ton activité. Donc, j'ai cru comprendre que tu étais passée du salariat à l'entrepreneuriat avec un passage un petit peu brutal. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le déclencheur, moi, je peux le résumer. Ça, je raconte pas ça souvent, mais je peux résumer en un objet parce que c'est vraiment ce qui a provoqué le vrai déclic, et c'était une boîte de chocolat. Incroyable, n'est-ce pas? Ah, intéressant. Alors, pour la petite histoire, je travaillais dans une entreprise de télécom et on avait le fondateur et tout qui était dans un autre pays, et à Noël, il nous a fait parvenir, il nous a affrété un avion pour nous faire parvenir du chocolat de la part de ses enfants. J'ai trouvé ça mignon, et en même temps, ça m'a fait me dire, mais en fait, je suis en train d'aider quelqu'un à construire son rêve, ce qui est bien, mais j'en ai des rêves aussi. Et donc, sûrement que j'ai des choses à faire sur moi-même. Pour moi-même, j'ai des choses à dire également. Donc, je pense que ça a provoqué un vrai déclic. Mais bon, entre le déclic et la démission, bon, il se passe un peu de temps. Mais c'est vraiment comme ça que j'ai eu le déclic déjà de créer de la valeur, de construire quelque chose. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai pu construire dans mon esprit l'entreprise de mes rêves, en tout cas l'entreprise dans laquelle je voulais travailler, le secteur dans lequel je voulais travailler. Et puis, je dirais que ça s'est imposé naturellement. Je me suis sentie alignée et puis c'était le moment de partir. C'est très intéressant. Merci pour le partage et l'anecdote. Enfin, plus qu'une anecdote, l'histoire. Ce que je voudrais savoir, c'est quoi ton rêve? C'était quoi ton rêve et est-ce que c'est toujours le même aujourd'hui? Oui, mon rêve, c'était de créer, de parler. C'est bizarre, mais c'est comme si j'avais besoin de m'exprimer différemment de comment je m'exprime d'habitude, parce que il y a certaines fois des subtilités, il y a des canevas, il y a pas mal de choses, il y a l'influence de la société, mais j'avais envie de m'exprimer à ma façon, et puis de construire moi la vision que j'ai de ce monde, en fait, la vision que j'ai de la femme aussi. C'est vrai que j'ai quand même ce parti pris là, mais voilà. Donc c'était ça le projet global dans mon esprit, et puis créer une entreprise qui ressemble à l'entreprise de mes rêves. Pour moi, l'entreprise de mes rêves, c'est l'entreprise où on a envie d'aller le matin, on a le feu qui brûle, on se sent bien, on travaille. C'est vrai que il y a des notions financières, mais pas que. On fait ce qu'on aime, et on essaie de faire le mieux possible, et on communique avec les gens, on a un retour direct. Voilà, on a cette relation à l'humain qui est vraiment directe. Très bien. Ouais. Alors, avant de rentrer vraiment dans le cœur du business, j'aimerais à nouveau peut-être que tu détailles un petit peu ce mindset de l'entrepreneur, puisque quand on s'est rencontrés, effectivement, tu as dit qu'il avait fallu changer de mindset. Tu avais cette posture de salarié, et puis il a fallu que tu adoptes cette posture d'entrepreneur.
C'était quoi un peu peut-être les idées ou les préjugés? Qu'est-ce qu'il a fallu? Comment t'as réussi à travailler sur ce mindset entrepreneurial? Alors, je dirais que le terrain aide beaucoup à redescendre sur terre, surtout. Après, quand on travaille dans une entreprise, on est également sur terre, mais les environnements sont différents. L'état d'esprit est différent, l'environnement est différent. On travaille aussi dans des entreprises qui sont structurées, organisées d'une certaine façon, et on n'a pas accès à tous les pans de l'entreprise. C'est-à-dire que je suis là pour faire de la finance. Globalement, je regarde tout ce qui est financier et tout, mais je ne sais pas comment, on va dire, le DG gère telle ou telle problématique se présente à lui. Et donc, l'entrepreneuriat change cette vision des choses parce que tu as vraiment, du coup, une vision 360 sur toute l'entreprise et puis tout ce que ça représente. Moi, principalement, il a fallu que je resitue en fait les choses, c'est-à-dire que j'étais dans des entreprises, des organisations qui étaient vraiment grandes, et donc on parlait de gros chiffres, voilà, on parlait on était vraiment grand en fait, un milliard, les femmes et plusieurs milliards, et donc créer son entreprise à soi, c'est pas le premier mois qu'on fait son milliard. Donc forcément, c'est graduel, c'est progressif, et donc même réapprécier la juste valeur des choses, le seul franc symbolique que tu peux des fois recevoir en bénéfice, ou même je sais pas, si tu veux emprunter un montant et tout, c'est vraiment remettre les choses dans leur perspective, et même avec les employés, parce que ça dépend du type de collaborateur que tu as. Tu peux pas faire des grandes réunions comme si tout le monde percevait ce que tu dis. Bon, il y avait tout ça à recadrer, tout ça à bien situer dans mon environnement, et ça a été quand même un challenge, parce qu'on se rend pas compte de l'impact de ce qu'on absorbe en fait toute notre carrière. Et moi, j'ai travaillé quand même une dizaine d'années, donc j'étais vraiment bien imbibée de cette vie-là. Il a fallu que je reprogramme quand même mon esprit pour le dimensionner à mon entreprise et grandir avec cette entreprise. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de comment tu as fait concrètement? Alors, est-ce que tu t'es entourée de mentors? Est-ce que tu as fait des formations? Qu'est-ce qui t'a aidé justement à apprécier la valeur aussi des choses? Ouais, je dirais que je me suis... j'ai fait des formations, mais en fait, j'ai fait des formations qui sont des formations d'entrepreneurs avec une variété d'entrepreneurs, différentes entreprises et différents niveaux. Donc, des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs un peu plus aguerris. Donc, ça m'a permis aussi de cerner, de partager l'expérience. J'ai fait aussi des formations intéressantes qui sont sectorielles. Donc, j'ai pu comprendre que mes problématiques n'étaient pas isolées, en fait, qu'on les partageait plus ou moins. Ça a pu, on va dire, enfin, en tout cas, j'ai passé un cap, quoi. J'ai pu réaliser ça. Et donc, avec ces différentes formations-là, ça m'a permis de comprendre, et même le terrain. Quand je dis le terrain, c'est-à-dire que on parle à ses employés. En fait, quand on a l'impression que on a donné des instructions 1-2 fois et qu'on n'avance pas, on se remet tout doucement et on vient, on rediscute, on essaie de comprendre en fait qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Moi, j'ai recruté des personnes qui étaient vraiment spécialistes dans leur domaine, qui avaient déjà pas mal d'années d'expérience. Donc pour moi, il y a des points, c'est pas concevable que ça fonctionne pas. Donc j'ai considéré qu'il y avait peut-être une part de responsabilité entre guillemets de moi, ou bien enfin il fallait trouver vraiment le meilleur arbitrage pour pouvoir faire communiquer la vision. Et donc on a beaucoup discuté, on a eu de longues discussions. Il y a eu des discussions avant que je démissionne véritablement, parce que j'ai commencé un peu quelques mois avant de démissionner, et il y a eu des discussions d'après.
Et les discussions d'après, c'était vraiment les vraies discussions. Parce qu'une fois que tu es vraiment dans l'entreprise à 100%, tu es vraiment plus disposé et tu creuses beaucoup plus. Exactement. Ouais, donc ça, c'est très important, ce que tu dis, d'être à 100% dédié. Tout à l'heure, tu me parlais d'un challenge que tu as vécu, c'est-à-dire la première boutique que tu as eue, dans laquelle tu as mis énormément d'énergie, qui n'a finalement pas marché. Et tu as dû en ouvrir d'autres, enfin une autre que tu as actuellement. Comment on fait pour passer ces caps difficiles? Comment on s'arme? Parce qu'on sait très bien que dans la vie d'un entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas. Absolument. Et ces moments difficiles, comment on fait pour garder la foi, continuer? Alors, ça, ce sont des arbitrages. Mais je pense quand même la force d'un entrepreneur qui entreprend dans un domaine de passion, c'est quand même le feu de la passion. Et moi, je considère que c'est une vraie chance. Parce que, bon, il y a plusieurs entreprises. On peut être serial entrepreneur, machin et tout. Ça, c'est louable aussi. Mais vraiment, quand tu entreprends dans le domaine de ta passion, j'ai l'impression que tu as une force supplémentaire, en fait, qui chaque fois que tu n'as plus envie. Moi, j'ai eu des moments où j'avais vraiment plus envie. Mais franchement, quand j'ai plus envie, c'est plus envie. Je ne touche plus au crayon, j'ai plus envie de dessiner quoi que ce soit, mais naturellement ça revient. Et je me suis même dit, c'est pas grave, je vais tout fermer, mais je vais quand même dessiner, on sait jamais. On n'abandonne Donc jamais. voilà, en vrai, on a du mal à abandonner parce que c'est comme si ça fait partie de nous maintenant. C'est vraiment et quoi qu'il en soit, je crois que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, que ça passe, c'est quelque chose qui reste. C'est le feu, voilà, ce feu-là reste en soi et c'est surtout ça. La passion. Maintenant, back to business. Yes. Qu'est-ce que tu proposes concrètement comme produit? Qui est ta cible de femmes? Est-ce que tu as pivoté depuis le démarrage? Tu peux nous redire depuis combien de temps tu as commencé? Alors, j'ai commencé depuis 2017. Vraiment très officiellement, sinon il y a toujours des petites choses dans la cuisine, mais j'ai commencé depuis 2017 et ma cible de femmes, ce sont des femmes, ça a toujours été des femmes qui me ressemblent, très narcissiques un peu, hein. Mais voilà, Peut-être que tu les connais bien. Voilà, je les connais et en fait j'en attends quelque chose et même de moi, même j'ai cette exigence là et j'ai envie qu'on puisse rendre ça dans la société, qu'on puisse le projeter. Et donc c'est toujours ça. Ça a toujours été ça à l'intérieur de moi. Donc du coup, je m'adresse à des femmes qui sont des femmes professionnelles, qui sont des femmes de tout type, hein, je dirais cadres de société, directrices d'entreprise, voilà. Et en fait, la cible s'est dessinée parce que j'avais pas envie de faire de concessions sur la qualité du produit, en fait. J'ai vraiment commencé en étant amoureuse du produit. On nous dit d'être amoureux de son client, mais en vrai, dans tout ce qui est créatif, je pense quand même qu'on commence par être amoureux du produit. Et puis après, on réussit à organiser autour de soi une communauté qui aime autant son produit que soi-même. mais vraiment, et quasiment tous les produits que je conçois, je peux aisément les mettre et tout. Voilà, c'est vraiment cette idée de la femme puissante, la femme qui compte, la femme qui est singulière, qui arrive dans un endroit et qui se démarque tout de suite. Voilà, c'est cette idée-là qui est vraiment derrière Arlette à tout moment. Et donc c'est là-dessus qu'on est. Est-ce que c'est la femme ivoirienne essentiellement ou c'est la femme de la sous-région ou même d'ailleurs? Qui sont ces fameuses clientes? Est-ce que c'est essentiellement en Côte d'Ivoire parce que tu es basée en Côte d'Ivoire? Oui, je suis basée en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que tu as une existence en ligne? Est-ce que tu touches aussi d'autres clientes? Oui, je touche aussi d'autres clientes qui sont extérieures à l'étranger. Donc, je dirais pas que c'est nécessairement la femme ivoirienne, mais ça a quand même tendance à être la femme africaine à la base, à cause des imprimés, à cause des détails
de l'héritage africain, des pagnes, même du wax et enfin tous les éléments qu'on utilise, il y a quand même cette transpiration d'héritage. Donc par définition, toutes les femmes qui vont épouser ce type d'imprimé sont des clientes potentielles. Donc je dirais globalement la femme. Maintenant, la femme africaine pourrait vraiment se reconnaître. Ok, super. Là, donc, où t'en es actuellement par rapport à ton développement, quelle est ta vision à venir? Tu me disais tout à l'heure, on est dans un environnement instable mondialement, aussi au niveau de notre sous-région. Donc, se projeter en 2025, c'est pas toujours évident. Du coup, comment tu arrives à piloter cette stratégie de développement, de croissance? Alors, moi, maintenant, ça va faire un bon 6 ans. Donc, l'idée, j'ai vraiment commencé comme dans les gens disent dans leur garage, mais enfin, j'aime bien cuisine. Je sais pas parce que, alors, j'ai vraiment commencé comme ça et ça s'est fait vraiment naturellement. Hein. Et là, vraiment, j'essaie de faire plus sur de la vente à l'international, de la vente en ligne, je dirais. Je pense que c'est un axe de développement très important et puis c'est un axe du coup qui n'est pas sensible aux mouvements, aux fluctuations qu'il y a dans un pays donné. Donc ça permet à l'entreprise quand même d'avoir une certaine pérennité, une stabilité financière, j'entends aussi. Donc voilà, ça c'est un axe des développements que je creuse déjà depuis une petite année, mais qui va pouvoir être réalisable en 2025. C'est tout ce qu'on te souhaite. Voilà. Et puis, il y a aussi un créneau sur lequel je suis qui est le B2B. C'est vrai que je ne communique pas énormément là-dessus, mais il y a quand même. J'ai déjà eu l'occasion d'habiller des entreprises, d'habiller Air France notamment, les hôtesses, d'habiller des hôteliers. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est un axe de développement également parce que justement j'ai l'unité de production. Donc, je sais produire en plus de ma marque d'autres vêtements et j'ai l'aspect créatif, heureusement. Donc, je sais pouvoir créer des vêtements qui sont en phase avec l'image des marques, d'entreprises, je sais pas, la mobilité, toutes les valeurs de l'entreprise. Je sais créer des vêtements en phase avec. Donc, pour moi, c'est aussi un bel axe de développement pour. Ça, c'est top. Et c'est vrai que la mode, c'est quelque chose de très important en Côte d'Ivoire et en Afrique. Francophone en tout cas et dans notre sous-région. Est-ce que tu développes des partenariats, des synergies avec d'autres acteurs ou actrices de cet écosystème? Pas encore, parce que il y a le temps de poser aussi sa marque pour que la synergie justement ait un vrai impact. Parce que si on met 0 plus 0, ça donnera 0. Alors, mais donc l'idée c'était de bien implanter la marque, de la positionner comme il faut. D'accord. Pour après évoluer dans des synergies que je trouve super intéressantes. Franchement, je trouve qu'il y a vraiment de la matière, il y a des choses à faire et on ne peut pas aller sur tout. Donc, franchement, en projet, j'en ai pas mal. J'en ai sur d'autres pays aussi qui sont plus. Là, en ce moment, je suis en train de penser à l'Afrique centrale. Je pense qu'à l'Afrique, non pas l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. D'accord. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Enfin, j'aime bien le travail des perles, des choses comme ça. Je pense que l'année prochaine, il y aura quelque chose à faire pour moi là-dessus. Donc, oui, je suis ouverte à ça de plus en plus. Et puis, voilà. Très bien, c'est parfait. Je voudrais juste aussi te poser une question. Comment tu es financée actuellement? Tu es plutôt avec des investisseurs, des business angels, des banques? Comment ça se passe de fonds propres, le chiffre d'affaires? Enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces sources de financement? Alors, je suis financée sur fonds propres, je dirais. Ou je dirais, je suis plus au stade de fonds propres, je dirais autofinancée.
Par Voilà, tes clients, par mes ton chiffre clients, d'affaires. par mon chiffre d'affaires, par les marges que je dégage. Et puis, j'ai des petits accompagnements spot, peut-être de la banque, si besoin. Sachant que dans notre secteur, les accompagnements de la banque sont pas très adaptés. En tout cas, je profite pour casser le sucre. Non, mais je dis en tout cas Parler en tout cas de tes voilà, défis. ici exactement, parce que clairement, pour nous, ça fait pas de sens d'emprunter aujourd'hui pour rembourser dans 3 mois et tout, vu le cycle de production. Donc, on attend vraiment des banques qui puissent comprendre vraiment ce cycle de production là et qu'on puisse avoir des financements qui soient adaptés. Les meilleurs financements pour nous aujourd'hui, ça serait Business Angel, ça serait levée de fonds, mais pour l'instant, j'y suis pas. Donc, je suis clairement sur du financement par fonds propres. D'accord. Et par rapport au projet dont tu parlais, vente online, etc., si tu devais convaincre un investisseur, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, peut-être en une phrase magique. En une phrase magique, j'aimerais la voir. Est-ce que je l'ai cette phrase? Non, mais je dirais que voilà, allons sur l'idée de créer des vrais champions locaux dans les industries créatives. On sait que Abidjan, la Côte d'Ivoire est une vraie place créative, donc il y a quelque chose à faire. Et j'ai envie que les gens sortent de l'idée que ah oui, c'est la mode, c'est créatif, c'est trop émotionnel. C'est aussi du business. On a vraiment là par exemple, je serais sur 200 000 à peu près milliards de parts de marché. J'en veux que 0,1 évidemment, mais je veux dire il y a des parts de marché intéressantes. Il y a des choses à faire là-dessus. Donc il faut pas se limiter à l'émotion. C'est un vrai business qui est la mode et donc j'encourage les investisseurs à y mettre des billes. Super. Voilà. Un appel fantastique. En conclusion, Ouais. je voudrais te demander, est-ce que tu as un mot à partager pour justement les personnes qui étaient dans ton cas, qui sont actuellement salariés, qui hésitent à se lancer, qui font encore les deux, donc la moitié du temps au travail, au bureau, et puis l'autre moitié, on est pris par son projet. Est-ce que tu as des conseils à donner à ces personnes-là qui sont en Côte d'Ivoire ou dans les pays de la sous-région? Est-ce que tu voudrais leur faire passer un mot? Alors, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est peut-être pas un conseil, peut-être, mais je pense que pour moi, l'entrepreneuriat est une vocation. C'est pour moi c'est clairement une vocation, donc c'est un peu tendance en ce moment. Tout le monde a envie d'entreprendre et tout ça, mais je veux pas que ce soit juste un fantasme en fait. Il faut que la personne sente vraiment l'envie, la vocation d'y aller avant de se lancer. Ça c'est vraiment le préalable avant de se lancer. Et si on hésite à se lancer pour d'autres raisons qui ne sont pas la vocation, on se prépare un petit peu, mais on se lance. L'idée c'est vraiment d'aller au bout de soi-même, en fait. Je pense qu'on est honnête envers soi-même en faisant ce qu'on a envie de faire. Et de toutes les façons, à se partager en mille, finalement, on n'est pas très efficace, hein, qu'on soit honnête, qu'on soit vraiment, qu'on suive vraiment en phase. Moi, la question de l'authenticité est très importante pour moi. OK, qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi vraiment ton alignement aujourd'hui par rapport à ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es capable de donner vraiment et tout? Et donc, allons-y, quoi. Merci, moi je retiens vraiment cet alignement. C'est pas évident, mais c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. On est engagé par aussi une société qui fait que voilà, on porte des masques, on aimerait être, on se projette, on se compare, mais être aligné, je crois que ça résume tout. Exactement. En tout cas, merci infiniment Arlette de m'avoir accordé du temps. Je t'en prie. Merci beaucoup pour le podcast aussi Les Audacieuses. Et je te dis à très vite. J'aime bien le titre du podcast. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire? La superpuissance. La femme, encore une fois. Génial. Voilà. Génial. Merci beaucoup pour l'invite, Sonia et Sophia. Merci beaucoup. Yes.